elles auraient tant à raconter, ces rues, ces ruelles de Tunisie. Elles, qui ont été le théâtre d'une révolution que personne n'a vu venir il y a 10 ans. D'abord murmuré, le cri de la liberté éclate en plein jour. Les Tunisiens se lèvent, la peur tombe, le dictateur vacille. وأنا فهمتكم يا نعم أنا فهمتكم فهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم وفهمت الكل. Trop tard, les Tunisiens ont déjà tourné la page. L'histoire est en marche. Le président Ben Ali a quitté le pouvoir et probablement le pays. C'était il y a 10 ans, l'an zéro de la Révolution. Le parfum du jasmin enivre alors tout un pays. Le souvenir que je garde de la Révolution, c'est qu'on avait arrêté d'aller à l'école. Quand on est retourné en cours ensuite, l'ambiance avait changé. On s'amusait à imiter la voix du président déchu Ben Ali. J'étais petit à l'époque, mais je sentais bien que quelque chose était en train de changer. L'enfant de la Révolution a bien grandi. Jasser avait 10 ans pendant le soulèvement populaire, 20 aujourd'hui. Étudiant en droit, il est aussi candidat à un concours d'éloquence lancé à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution tunisienne. Jasser doit apporter une réponse à la question suivante, celle qui nous poursuivra tout au long de ce reportage. Une décennie plus tard, la Tunisie est-elle sur la bonne voie ? Je défends la thèse selon laquelle la Tunisie est sur la bonne voie. Moi, je suis fier et reconnaissant envers les personnes qui sont descendues dans les rues il y a 10 ans. J'étais trop jeune à l'époque, je n'en faisais pas partie, mais grâce à elles, dès que j'ai été en mesure de penser par moi-même, j'ai eu le droit de m'exprimer. Comme Jasser, 200 jeunes ont candidaté à ce concours d'éloquence. Les 6 meilleurs ont été invités à Tunis. L'heure est aux répétitions. Est-ce qu'on voit mes mains ? Dans quelques jours, seuls 2 d'entre eux s'affronteront pour la grande finale. Elle sera retransmise en direct et en prime time à la télévision. Mais avant cela, la production a prévu une séance de coaching sans concession. Vous avez oublié ce qu'on vous a dit hier. Il faut axer votre discours sur les problèmes structurels du pays. Sincèrement, ton discours n'apporte rien de plus que ce qu'on peut entendre au café du coin le dimanche matin. Alors, on va commencer à faire un petit échauffement de l'arbre interne. Au-delà de la persuasion, Rabeb, la comédienne, met l'accent sur l'aisance corporelle. 2 et 3. Libère l'air, libère ton corps, libère ta respiration. Voilà, on se libère. On se libère. Jasser et ses petits camarades n'ont pas connu les affres de la dictature. Et pourtant, selon Rabeb, leur corps en porte les stigmates. Yeah. Yes, c'est ça, ça commence. Encore. Souvent, les dictatures ont peur du corps et ont peur de la liberté du corps. Du moment où on reprend notre liberté du corps, ça veut dire qu'on a repris notre capacité à réfléchir, à dire non et à affirmer ses propres idées, ses propres opinions. Top!
Reprendre son destin en main, tous ensemble. La Tunisie tout entière y a cru il y a 10 ans. À 200 km à l'ouest de la capitale, la région agricole de Jendouba. Un des cœurs battants de la Révolution. Une des zones les plus pauvres du pays aussi. Ici, Bilal et ses amis s'étaient soulevés pour des conditions de vie plus dignes. 10 ans plus tard, celui qui caillassait la police de Ben Ali est devenu aide-soignant à l'hôpital de la ville. Il a perdu au passage toutes ses illusions. Voici le cimetière des ambulances de l'hôpital de Jendouba. Toutes les voitures sont hors d'usage, irréparables, accidentées ou en panne. Il y a même des véhicules qui doivent être plus âgés que moi. Ça, c'est la première vision que j'ai quand je commence ma journée de travail. Et la dernière aussi quand je repars chez moi. Pas de quoi transporter les malades, pas de quoi chauffer l'hôpital non plus. Dans certains services, c'est même l'électricité qui vient à manquer. Après la révolution en Tunisie, il y a eu les attentats à répétition, la chute du tourisme et maintenant la pandémie. Surendetté, le pays ne consacre que 5% de son budget à la santé, 3 fois moins que les préconisations de l'OMS. Cette austérité financière, Bilal en voit les conséquences au quotidien au service des urgences. Voilà comment on traite les morts ici. Comme on n'a pas suffisamment de chambres, on est obligé de laisser les morts où on peut. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? C'est quoi ça? Un cadavre. C'est un mort. C'est un cadavre. Un cadavre, oui. C'est normal pour nous. C'est comme ça tous les jours ici. La routine. Un cadavre, abandonné dans un recoin de couloir. Pas le temps de s'apitoyer. Déjà, une nouvelle urgence. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a des traces de strangulation. Ah, c'est une tentative de suicide, c'est ça? Oui, une tentative de suicide. Ok. Piquez-le pour qu'il s'endorme alors. « 10 ans déjà, qu'il côtoie la mort au quotidien aux urgences de Jendouba. Bilal croyait avoir tout vu. Mais il y a quelques jours, la mort a frappé ici d'une façon inattendue. Sur cette feuille, c'est écrit « Ascenseur hors service ». Merci de ne pas l'utiliser. De tout l'hôpital, cet ascenseur était le seul à fonctionner. Mais depuis début décembre, lui aussi est hors d'usage. Ce jour-là, un jeune interne est attendu en salle d'opération. Les portes de l'appareil s'ouvrent, mais la cabine, elle, reste bloquée aux étages supérieurs. Le médecin ne se rend compte de rien. Il s'appelait Badreddine Aloui. Il avait 26 ans. Quand je passe devant cet ascenseur maintenant, je me sens mal. C'est dur de mettre des mots sur ce que je ressens, mais c'est comme un malaise. Surtout que je me dis que j'aurais pu être à la place de ce confrère. J'aurais pu mourir dans de telles conditions. J'ai l'impression que c'est un proche que j'ai perdu. Badreddine était un médecin qui avait toujours le sourire en toutes circonstances. Il prenait toujours le temps de saluer tout le monde. Il était gentil et très sociable. La mort de ce jeune médecin secoue la Tunisie. Parce que le parc hospitalier de tout le pays décrépit à vue d'œil, des manifestations massives sont organisées pour demander de meilleures conditions de travail. Conscient de la colère qui monte, le Premier ministre tente de se rendre à l'hôpital de Jendouba. Accompagné de notables de la région, il est chassé au cri de « Dégage », celui-là même qui était jeté à la face de Ben Ali il y a 10 ans.
Visiblement secoué, et comme un aveu d'échec, le chef du gouvernement tunisien tient le même discours que ceux qui l'ont chahuté. Nos hôpitaux sont désormais des cimetières pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant. Il faut que tout le monde se mette au travail, qu'on joigne nos forces et qu'on répare ce pays. Parce que sinon, il va s'effondrer sur nous tous. S'il avait visité l'hôpital de Jendouba, le Premier ministre aurait pu constater que le spectre de l'effondrement est déjà une réalité, au sens propre. Quand il pleut aussi dans le service, comme s'il n'y avait pas de plafond. Normalement, on devrait être protégé. On a un étage au-dessus. C'est comme si un robinet était ouvert. Oui, comme si on n'avait pas de toit. Et si Bilal vit désormais la peur au ventre, c'est que les accidents mortels dus à des infrastructures défaillantes se multiplient en Tunisie depuis quelques mois. En plus de la mort du docteur Aloui, il y a aussi eu cette petite fille et cette jeune femme, avalée par des bouches d'égout restées sans protection. Face à cette situation, certains ont décidé d'agir à leur échelle. J'ai commencé à faire ces grilles après la mort de 2 citoyennes avalées par des bouches d'égout. L'État n'a pas bougé, les administrations se renvoient la balle, le service des eaux dit que c'est la responsabilité de la municipalité, etc. J'ai donc décidé de faire quelque chose en tant que simple citoyen. Karim Arfa a 35 ans, 4 employés et une petite entreprise de peinture en banlieue de Tunis. Entre 2 chantiers, il tente de se rendre utile. Ce matin-là, gris sous le bras, Karim et ses employés partent à la recherche de bouches d'égout laissées sans couvercle. Des personnes ont mis du bois pour que les automobilistes puissent voir le trou de loin. On va essayer de la nettoyer et de poser notre grille ensuite. À main nue, sans gants et surtout sans aucune autorisation, Karim et ses amis déblayent, percent, soudent sur la voie publique ce jour-là. Descends un peu, encore un peu, remonte là. Je n'aurais jamais imaginé que la Tunisie soit dans cet état 10 ans après la Révolution. Je pensais que les choses allaient changer, dans le bon sens. Ça y est, c'est parfait. Elle tient bien, je vous le dis parce que je suis lourd, moi. Ce samedi-là, Karim aura passé toute sa journée à agir bénévolement sur le terrain. Autant de temps qu'il ne partagera pas en famille. Parent de 2 enfants, Karim et sa femme Basma sont loin d'être des privilégiés. On s'endette pour payer nos factures d'eau et d'électricité. Avant, on pouvait payer nos factures. On en avait pour l'équivalent d'une 40aine d'euros par mois. Maintenant, ça peut atteindre les 200 euros. Autrefois vitrine de la Tunisie de Ben Ali, la classe moyenne subit de plein fouet les affres de la crise économique. Comme l'écrasante majorité des Tunisiens désormais, quand il part faire ses courses, Karim veille au grain. Je vais vous prendre 500 grammes de viande, de l'agneau. Ce morceau, ça vous va? Oui, ça va. Il fait 750 grammes en revanche. Alors enlève le surplus si tu peux. Avant la Révolution, j'achetais 1 kilo de viande ou même plus. Maintenant, les choses ont changé. Avec la même somme, je ne peux plus acheter que 500 grammes de viande. En 10 ans, le dinar a perdu la moitié de sa valeur, entraînant le pouvoir d'achat des Tunisiens dans sa chute. Je cherche un blouson pour enfants. Pour enfants? Voilà ce que j'ai. Ça te coûtera 5 euros.
Je te le prends à 3 €. Ce qui est bien, c'est que mon fils est encore jeune. Il ne fait pas la différence entre les vêtements neufs et ceux qui viennent des friperies. Il faut en profiter avant qu'il ne grandisse et qu'il commence à avoir des envies de marque. À mesure que leurs poches se vident, certains Tunisiens nourrissent de la nostalgie pour les années Ben Ali. À ceux qui pensent qu'un ventre plein vaut mieux qu'une parole libre, ce vendeur de légumes oppose une réponse cinglante. Ceux qui disent que la Tunisie sous Ben Ali était mieux, ce sont des gens qui n'ont pas vu leurs femmes être enlevées et violées devant eux. Ils n'ont pas connu la torture. Ces gens-là ne connaissent pas le prix de la dignité. Parler librement ou manger à sa faim, certains Tunisiens ne veulent plus choisir. À Srira, au sud de Sfax, l'anniversaire de la Révolution a un goût amer. Une décennie, pour Emin, c'est surtout la durée depuis laquelle il cherche du travail. Technicien industriel de formation, il n'en trouve pas. Ses amis sont dans la même situation. Ensemble, ils ont décidé d'opter pour la méthode forte pour se faire entendre du gouvernement. C'est à ce niveau-là qu'on se met quand on bloque le site industriel. On a bloqué les entrées vers l'usine d'hydrocarbures 5 fois en tout. Au bout d'une semaine de blocage, une pénurie de carburant se fait sentir. C'est à ce moment-là que les autorités viennent nous voir pour négocier. Dans ces cas-là, on dit « Ok, pas de problème ». On rouvre la route et on va négocier. C'est devenu une sorte de jeu. Un jeu qui ne fait pas vraiment rire Emin. Des négociations avec les autorités dépend son avenir. J'ai 30 ans. Quand est-ce que je vais enfin commencer à travailler, me marier, mettre de l'argent de côté, avoir une famille? Tous ont l'impression de voir leur vie leur échapper. Face à notre caméra ce jour-là, ils se relaient pour vider leur sac. Depuis le départ de Ben Ali, c'est pire pour nous. On est de plus en plus pauvres, abandonnés. On nous méprise. On n'a rien, pas de soins, pas d'assurance maladie, pas d'hôpital. Ces diplômés chômeurs, comme on dit ici, ont fait le choix de bloquer l'accès aux sites stratégiques du pays. Hydrocarbures, gaz, phosphate, la Tunisie vit désormais au rythme des blocages. On avait demandé 2000 emplois. Mais pourquoi 2000? Demandons plus pour être sûr d'avoir ce qu'on veut. Oui, tu as raison. Demandons 3000 emplois plutôt. Oui, c'est ça, allez. Demandons 3000 emplois. Des dizaines d'hommes se relaient jour et nuit sur ce campement. Emin, smartphone en main, irrigue au quotidien les réseaux sociaux de leurs nouvelles. Comme toujours, je commence cette vidéo en filmant le drapeau de la Tunisie, ce drapeau qui nous est cher. Notre mouvement de protestation continue. Sous Ben Ali, le mouvement aurait été écrasé dans le sang et le silence. Alors, la Tunisie est-elle malgré tout sur la bonne voie? Il est probablement trop tôt pour en juger. Mais en chemin, le pays l'est assurément. Et Jasser aussi. Finaliste du concours d'éloquence, il va devoir défendre son point de vue en direct à la télévision ce soir. Ça va? Je suis un peu stressé, mais je suis convaincu de mes idées. Et j'espère que j'arriverai à convaincre le public. C'est ce qui est le plus important pour moi, plus que de gagner. Pour ce baptême télévisuel, chacun des deux candidats est épaulé par une personnalité médiatique de premier plan. Jasser fait équipe avec une cadre du parti musulman conservateur Ennahda, majoritaire à l'Assemblée. Mohand, le rival, s'allie avec une avocate partisane d'une Tunisie laïque. Au-delà des joutes verbales, ce sont deux visions de la Tunisie qui se font face. 21h approche,
Jasser découvre enfin les studios. Ce soir, le débat sera retransmis en direct sur 7 chaînes de télévision et 14 radios. Depuis la Révolution, le débat est devenu sport national. Et soudain, face à face, argument contre argument, deux jeunes gens débattent de leur vision de leur pays. Un spectacle inconcevable il y a encore 10 ans. Tu dis que la plupart des Tunisiens sont pauvres. Mais d'où viennent tes chiffres ? Moi, je suis un citoyen tunisien. Je vis avec la population et je vois bien que la plupart des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Peut-être que Jasser n'a jamais eu l'occasion d'aller dans des villes comme Gendouba, Gardima, Fernana. Il ne sait pas comment vivent les gens là-bas vraiment. Jasser, le fils de bonne famille de Hammamet, face à Mohand, jeune d'une ville enclavée de Tunisie. Dans les coulisses de l'émission, certains regardent ce duel oratoire avec des paillettes dans les yeux. Ils sont jordaniens, algériens ou encore marocains et font partie de l'équipe de production de l'émission. C'est hallucinant parce que c'est inconcevable, carrément inconcevable, que ce soit en Algérie ou au Maroc. La liberté d'expression a une valeur importante ici en Tunisie et c'est un des succès de cette révolution. J'aimerais aussi que le Maroc, mon pays, ait plus de liberté. J'espère qu'un jour on sera nous aussi capables d'organiser ce genre de débat comme les Tunisiens. Enlisée dans une crise économique, la Tunisie, seul pays arabe à avoir réussi sa transition démocratique, semble oublier qu'elle reste un phare, une lueur d'espoir pour les pays voisins. À l'issue de la confrontation de ce soir, Jasser aura réussi à inverser quelque peu la tendance. Alors, voyons le vote du public. Vous avez gagné. Comme requinqué par son passage à la télévision, Jasser imagine des lendemains forcément plus heureux pour son pays. Dans 10 ans, j'aurai 30 ans. Il sera temps pour moi d'être député. Les jeunes, moi et mes amis, on aura la responsabilité de proposer autre chose aux Tunisiens afin que notre pays soit un meilleur endroit. Bilal, l'aide-soignant, lui, rêve d'ailleurs. J'ai des collègues qui ont quitté la Tunisie pour le Congo, la France, l'Allemagne. Rien n'a changé. Avant, sous Ben Ali, si tu parlais, tu étais mort. Maintenant, après la Révolution, tu peux parler jusqu'à la mort. C'est la seule différence. Déçus, Emin et ses amis bloqueurs espèrent quant à eux prendre une revanche. La deuxième révolution sera une révolution de la faim. Et elle partira d'ici. Reste Karim, l'éternel optimiste, le symbole de cette société civile tunisienne qui tente autant que possible de maintenir la flamme de la révolution. En Tunisie, depuis la Révolution, tout le monde a des revendications, mais personne ne se demande ce qu'il peut apporter à ce pays. On doit agir tous ensemble, main dans la main, pour que la Tunisie se porte mieux. Ivre de sa révolution, la Tunisie a souvent tâtonné, titubé, trébuché. Dans le dédale de la liberté, le jasmin doit désormais se frayer son propre chemin.